BFM Business, BFM Crypto, le club. Et oui, chaque après-midi, notre club BFM Crypto pour vous aider à comprendre les convulsions de cet écosystème crypto et la remontée du Bitcoin qui se confirme. On est à plus de 22 000 $ sur le Bitcoin en ce moment. On va en parler avec nos expertes aujourd'hui. Nathalie Janson vient de nous rejoindre. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue sur le plateau de BFM Business, professeur associé à la Neoma Business School. Pauline Armandet, comme chaque lundi. Bonjour Pauline. Bonjour Guillaume. Bienvenue, cette newsletter BFM Crypto que vous proposez à tous ceux qui nous suivent et qui peuvent encore s'abonner, bien sûr, puisque cette newsletter est gratuite. Vous la publierez tout à l'heure, comme chaque lundi, c'est à 18h. Et on va en parler dans un instant, une interview d'Éric Larchevêque. Oui, tout à fait. Dont vous nous livrerez la substantifique moelle, sa vision de l'avenir crypto, lui l'un des piliers de l'écosystème en France, cofondateur de Ledger. Et Vincent Bois aussi qui nous accompagne depuis IG. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Alors on est content de vous retrouver. Vincent, quel avenir et quel potentiel surtout sur le Bitcoin malgré l'affaire FTX, alors qui avait sacrément secoué l'écosystème et malgré surtout la mise sous faillite de Genesis, c'était en fin de semaine dernière, finalement le Bitcoin résiste et on est toujours tout proche même des 23 000 $ en ce moment. D'un point de vue technique, reste-t-il à vos yeux beaucoup de potentiel pour ce rebond du Bitcoin ? Alors le rebond effectivement se poursuit depuis maintenant le début de l'année. Donc au niveau technique, effectivement, c'est plutôt positif. Comme vous venez de le dire, il y a toujours des inconnus au niveau de la structure du marché avec Genesis et d'autres qui peuvent amener à certains risques. Au niveau technique, eh bien, il faudrait aller sur les 25 000 $. Pour moi, comme je le disais la semaine dernière, eh bien, il faudrait tout de même une respiration, revenir vers les 20 000 $, 19 700, ce niveau psychologique fort. Et un rebond sur ce niveau permettrait justement probablement de valider une tendance haussière de long terme. Pour le moment, les choses vont un peu vite, que ce soit sur le marché traditionnel ou le marché des crypto-monnaies et donc sur le Bitcoin également. Donc un retour en arrière pour confirmer justement qu'on peut se maintenir sur les 20 000 $ paraît pour moi essentiel pour valider la tendance de fond. À la hausse, eh bien les 25 000 $, c'est un niveau psychologique également important. Le plus haut niveau que l'on a vu depuis juin, l'affaire Terra, donc que l'on a vu avant FTX, une moyenne mobile également, donc un niveau technique important. Mais il faut cette respiration. Il ne faut pas oublier que depuis le début du bear market, depuis le début du marché baissier, on a déjà eu 2 rebonds de 40% sur le prix du Bitcoin. C'était en mars-avril et c'était également durant l'été. Et les deux se sont soldés par un retour sur un nouveau plus bas. Donc attention tout de même à cette vitesse et attention à un probable retour. Il faut cette confirmation sur le rebond sur les 20 000 pour moi. Et sur Ether, même discours. Quel potentiel pour la suite sur l'Ether d'après vous, Vincent ? Eh bien, également, alors on en parlait de la même manière la semaine dernière. Sur l'Ether, on n'est pas venu chercher de nouveaux plus bas. Le plus bas sur l'Ether date de juin, donc après justement Terra Luna. L'affaire FTX n'a pas amené de nouveaux plus bas. Donc un maintien tout de même un peu plus important, peut-être aidé par les informations, l'évolution. C'est la différence sur l'Ether et les crypto-monnaies. Il y a une évolution un peu du protocole. Sur Bitcoin, non, il reste ce qu'il est. Et donc peut-être que cela a aidé l'Ether à se maintenir. Au niveau technique, et bien de la même façon, un retour sur les 1400, 1420 $, l'ancien plus haut historique, la moyenne mobile également permettrait de valider, d'avoir un rebond plus sain au niveau technique. Et donc à la hausse, eh bien ce sont toujours les 1720 $ que l'on va surveiller pour aller un peu plus haut. Mais attention donc, ce que je viens de préciser sur Bitcoin est valable également sur le marché des crypto-monnaies, sur l'Ether. Et donc attention tout de même à une rapide accélération qui pourrait se solder par un retour en arrière tout de suite. Et attention tout court pour les investisseurs en crypto, ce marché restant très spéculatif et volatile, et ça on le répète à chaque fois. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci. Vincent Bois depuis IG en direct, et on rappelle aussi que les seuils techniques que vous fournissez régulièrement ne constituent pas des conseils en investissement. Nathalie, d'autant que l'écosystème reste pris de nombreuses convulsions, on a vu l'affaire FTX et ses impacts à haute fragmentation, on va le dire comme ça, ces nombreux impacts en tout cas. Et la semaine dernière, fin de semaine dernière, on apprenait que Genesis, sans grande surprise, comptait se placer sous le chapitre 11, sous le régime de protection des faillites aux États-Unis. Conséquence donc de l'affaire FTX et de possibles impacts. Genesis en faillite, ce serait quelque chose d'absolument colossal à nouveau pour l'écosystème. Comment est-ce que vous regardez en tout cas cette annonce du Chapter 11 pour Genesis ?
Alors pour le cas de Genesis, on dirait que c'est plutôt toutes les conséquences qu'on attendait au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire qu'on se demandait qui allait tomber. Donc évidemment Genesis faisait partie des potentiels fragiles. Et voilà, la réalisation s'est faite. Alors on voit que c'est quand même quelque chose qui était anticipé, puisque comme il vient d'être dit, ça n'a pas beaucoup fait frémir le Bitcoin. De toute façon, cette crise de FTX n'est pas celle qui a donné le coup de grâce le plus fort au Bitcoin, hein, puisque c'est pas là où il a baissé le plus, faut le rappeler aussi. Mais là, on peut dire qu'on est plutôt dans, voilà, au fur et à mesure, on voit ceux qui n'ont pas résisté aux conséquences d'FTX, c'est-à-dire qu'effectivement, comme dans cet écosystème, il y avait beaucoup de prêts qui étaient faits par rapport, enfin, les uns se prêtaient aux autres, et donc on avait tout un enchaînement en fait de prêts. À partir du moment où les dates arrivent d'échéance et où elles sont plus honorées, on accumule, et puis à un moment donné, on passe au chapter 11. Donc voilà, donc moi effectivement je n'ai pas un regard très pessimiste sur ce qui se passe, c'est juste on continue à dérouler en fait les conséquences dans le système d'FTX, puisque comme on l'a bien vu, c'était assez compliqué, enfin les imbrications étaient plutôt compliquées, donc au fur et à mesure se révèlent, voilà, les plus faibles s'en vont. Et l'on se rassure en se disant que 2023 sera difficilement plus catastrophique que 2022. Oui, parce que de toute façon, pour le moment, on est comme ça a déjà été dit, voilà, cette envolée délirante des crypto-monnaies est allée avec des taux d'intérêt qui étaient très bas des banques centrales. Enfin voilà, donc là, comme on est quand même à un retour au calme et que sur le front des banques centrales, il n'y a quand même pas non plus d'envie de retourner la situation, on se dit que 2023 devrait être plus calme. Oui, on sent venir un ralentissement des hausses de taux des banques centrales, ce qui sans doute concourt à redonner de la force et de la vigueur au cours du Bitcoin. Alors dans ce contexte, il est intéressant d'interroger les grands anciens, c'est pas leur faire insulte, mais voilà, les pionniers de l'écosystème en France, et on pense là à l'un des cofondateurs de Ledger, Éric Larchevêque. Pauline, dans cette newsletter de BFM Crypto à paraître à 18h tout à l'heure, vous proposez cette interview d'Éric Larchevêque qui aujourd'hui n'est plus à la tête de Ledger. Il est membre du jury de Qui veut être mon associé sur M6, complètement autre chose, mais il garde évidemment un point de vue très intéressant sur l'écosystème. C'est pour ça que vous l'avez interrogé. Oui, et du coup c'est vrai que c'était intéressant d'avoir son avis global sur l'écosystème crypto. Alors effectivement, en ce moment il est sur M6, mais c'est vrai qu'il connaît l'écosystème crypto depuis très longtemps. Pour la petite histoire, il a découvert le Bitcoin en 2013, donc ça remonte à il y a 10 ans maintenant. Et en fait, au départ, il avait même considéré que le Bitcoin pouvait être une arnaque. Il se disait, tiens, c'est de l'argent facile sur Internet. Enfin, c'était sa première vision du Bitcoin. Et puis, assez rapidement, il lit beaucoup de choses à ce sujet et il se rend compte des fondamentaux, en fait, de la blockchain Bitcoin et du Bitcoin. Et en fait, il va pas vouloir perdre de temps. Il décide de fonder 2 crypto-sociétés, notamment la maison du Bitcoin, donc en 2014, soit 1 an après sa découverte. En fait, la maison du Bitcoin, c'était un lieu physique où en fait on pouvait poser des questions sur le Bitcoin et sur la blockchain. Et puis ensuite, ça deviendra d'ailleurs CoinHouse à partir de 2018, la plateforme d'échange française de crypto-monnaies. Et il a aussi fondé, comme on le disait, Ledger. Waouh. Donc oui, ça fait 2 grosses sociétés crypto françaises. Et ce qui fait que, oui, en fait, ça fait 10 ans qu'il connaît bien cet écosystème. Et qu'il a d'ailleurs notamment connu de nombreux cycles baissiers, donc de nombreux bear markets, et évidemment cette année 2022 qui a été particulièrement compliquée. Il en a vécu des montagnes russes dans l'écosystème, mais il a tenu bon et il a donc cofondé Ledger, vous le disiez, la maison du Bitcoin, c'est ça? C'est ça, oui, la maison du Bitcoin. Aujourd'hui, CoinHouse, c'est pas n'importe qui, Éric Larchevêque. Dans l'écosystème, il est très respecté. Et c'est pour ça, après cette année 2022 absolument atroce que l'on vient de vivre, pour ça qu'il était intéressant de recueillir son point de vue, comment il positionne 2022 dans l'histoire des cryptos, dans son propre vécu de l'évolution de l'écosystème. Alors, il a 2 visions assez différentes de cette année 2022, à la fois des points très négatifs et des points positifs. Sur les points négatifs, il reconnaîtra évidemment, comme tout le monde, ces effondrements à répétition en série. On se souvient de Terra Luna, de Sri Arrow Capital, de Celsius et évidemment du géant FTX. Ce qui fait que pour lui, je le cite, l'écosystème ne peut pas encore être pris au sérieux. Et c'est assez dommage. Il qualifie d'ailleurs l'écosystème crypto de clown dans le sens où il va dire que les gens n'ont pas forcément appris, par exemple,
de la faillite d'une autre très grosse plateforme à l'époque, en 2014, de Mt. Gox. Là, il y a une nouvelle faillite, FTX, qui a plongé cette fois-ci des millions de clients en fait, dans l'impossibilité de récupérer leurs fonds. Donc là, c'est sa vision un peu pessimiste de l'écosystème. Il dit qu'on a perdu 2-3 ans. On est en train de prendre 2-3 ans de retard par rapport à ce qui pourrait être le plan de marche de développement de l'écosystème s'il n'y avait pas eu FTX. Ouais. Effectivement, ouais, donc 2-3 ans de retard maintenant dans le développement de l'écosystème. Mais par contre, l'aspect un peu positif aussi de ce bear market, c'est que selon lui, eh bien, évidemment, ce qui ne va pas changer, c'est Bitcoin et c'est le fondamental de cette blockchain. Il va rappeler un certain mantra aussi qui va être utilisé par les Bitcoin maximalistes, c'est qu'un Bitcoin sera toujours égal à un Bitcoin. Ce qui en fait va le rendre assez serein en fait en la matière, parce que même si le cours du Bitcoin va baisser, pour lui, ce fondamental ne va pas changer. Et voilà, il dort d'ailleurs beaucoup mieux avec ses avoirs en Bitcoin que ses avoirs en euros. Enfin, c'est ce qu'il nous a aussi confié. Dans cette interview, il vous dit je dors beaucoup mieux, je dors sur mes 2 oreilles en sachant que j'ai des Bitcoins plutôt qu'en sachant que j'ai des avoirs en euros. Oui, ça le rassure beaucoup plus d'avoir des Bitcoins que des euros, parce que effectivement pour lui, il va y avoir aussi pas mal de problèmes au niveau des monnaies, et selon lui, le Bitcoin va être une certaine valeur refuge. Interview à retrouver donc dans cette newsletter à laquelle on vous recommande de vous abonner. Elle est gratuite chaque lundi à 18h. Interview que vous avez menée d'Éric Larchevêque. On le disait, cofondateur de Ledger. Quelle vision a-t-il de l'avenir de l'écosystème ? Là, il nous a partagé 2 visions assez intéressantes. La première, et ça c'est d'ailleurs un constat que tout le monde peut faire, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui payer par exemple sa baguette de pain en crypto-monnaie, en Bitcoin. Ça c'est un fait, même s'il y a quelques services un peu de niche, type Lightning Network pour le Bitcoin, ou des cartes type Binance Card, voilà, sur Binance. Ça s'adresse vraiment à des geeks, à des particuliers, donc le paiement en crypto-monnaie, ça c'est vraiment pas démocratique. Selon lui, l'adoption réelle interviendra quand en fait les utilisateurs vont avoir affaire à des services où ils se rendront même pas compte qu'ils vont payer en crypto-monnaie. Ça sera vraiment une adoption vraiment de masse et assez majeure en termes de démocratisation. Et selon lui, ça passera aussi par le fait que les États vont en fait avoir aussi une autre vision des crypto-monnaies et du Bitcoin, notamment quand ils voudront en fait, par exemple, avoir dans leur réserve des Bitcoins. Selon lui, si à l'heure actuelle on sait que le Salvador va acheter différents Bitcoins et ça fait partie de la stratégie de ce pays-là, il pense que d'ici 5 ans, à un horizon 5 ans, d'autres États vont aussi pouvoir avoir en réserve du Bitcoin ou des crypto-monnaies, ce qui pourra favoriser une adoption plus importante des crypto-monnaies. Bon, on vit d'espoir, hein, voilà, mais peut-être que cela viendra, et c'est sa vision, il maintient ce regard, il continue de forger ce scénario favorable sur la démocratisation peut-être un jour massive des cryptos. Il continue du coup d'investir dans l'écosystème ou il est passé à autre chose ? Oui, il continue d'investir à droite et à gauche dans différentes sociétés, par exemple une société française Sorare, parce que effectivement il continue d'être investisseur et entrepreneur, donc il a évidemment pas tourné la page des crypto-monnaies. Bon, Nathalie ? Oui, je comprends. De toute façon, moi, je partage. Moi, j'ai jamais trouvé que c'était un gadget, même depuis le départ, même si je n'ai pas investi du tout au départ. J'ai pas le même profil du tout qu'Éric. Mais moi, c'est surtout la façon dont, c'était l'offre de la proposition de Bitcoin qui était très intéressante en termes de capacité à faire la même chose que notre système bancaire, mais autrement. Et c'est pour ça que j'ai toujours jugé que c'était vraiment la plus intéressante. Bon, après, on a l'Ethereum. Mais voilà, j'ai jamais vraiment considéré les autres, qui sont certes intéressantes, mais où je trouvais que c'était pas aussi profond que la proposition Bitcoin, qui est quand même un peu plus profonde que juste se dire qu'on fait de la blockchain. Qui reste très très volatile, hein. C'est pour ça qu'on parle de bien sûr, monnaie. Bon, c'est pas. Et puis je ne l'ai jamais considéré comme un investissement non plus en tant que tel. C'est-à-dire, c'est pas un portefeuille. Je m'amuse pas à faire un portefeuille où je vais acheter et vendre. Donc voilà. Donc c'est plutôt une conviction. Quel regard le Forum économique de Davos porte-t-il sur les cryptos ? À l'instant, Pauline nous parlait du regard d'un des pionniers de l'écosystème, Éric Larchevêque. Du côté on parlait d'écosystème, du côté du système en l'occurrence, Davos,
Quels échanges vous ont le plus marqué dans ce forum économique qui s'est tenu la semaine dernière? Alors, il y a eu une petite blague, une petite scène un peu particulière. C'était la fameuse voiture orange qui a été garée à un moment donné devant le lieu du forum. Et en fait, c'était une coïncidence. Cette voiture était en fait à la couleur du Bitcoin. Il y avait sur ses pneus, dans le Bitcoin, on a foi. Donc, voilà, donc ça, c'était le... Mais ça n'avait rien à voir avec Davos. C'était simplement une coïncidence. La personne en fait qui l'avait garé là, l'a garé sans faire exprès là, donc ça avait ému beaucoup de gens de retrouver, parce que bon, effectivement, les crypto-monnaies ne sont pas en odeur de sainteté en ce moment, même si mine de rien, alors c'est pas directement les cryptos, mais le président du forum de Davos, donc Schwab, a évoqué par contre plus sérieusement le métavers. Il y a eu d'ailleurs une inauguration d'un partenariat avec Microsoft sur avoir l'idée de développer en fait le forum de Davos en utilisant le métavers en fait pour que finalement ce forum devienne quelque chose de plus ancré dans le quotidien, puisqu'en fait on pourra avoir ce forum toute l'année au lieu de l'avoir sur une semaine, ce qui permettrait aux communautés de se rencontrer sans se déplacer. Donc en fait, là, il a une ferme conviction qu'il pourrait démocratiser Davos pour qu'il y ait des discussions qui se fassent par type de questionnements qui ont été évoqués à Davos. Et il disait même ça pourrait être l'occasion de beaucoup plus faire de partie éducative sur toute la problématique de l'environnement et de faire intervenir des scientifiques pour qu'ils montrent les conséquences dans le métavers en fait de nos actions négatives sur l'environnement. Donc c'était assez je pense qu'on l'attendait pas forcément là, mais pour lui ce serait un développement potentiel très intéressant du métavers, donc dans un cas d'usage très concret pour qu'on transforme Davos en espèce de forum citoyen, si vous voulez, toute l'année, où on pourrait évoquer des problématiques et des groupes puissent se rencontrer et en parler très ouvertement, sans que les gens se déplacent. Parce qu'en fait, c'est ça le... Et qui a porté cette idée? Le patron lui-même du forum? Oui, Schwab. Oui. Qui en fait a une conviction que c'est le futur, parce qu'en plus, ça permet donc, du point de vue environnemental, de pouvoir se rencontrer sans se déplacer. Bon, alors, il faudra quand même aussi lui dire que le métavers, ça consomme un peu d'électricité, mais néanmoins, et donc avec le métavers, si on prolonge l'idée du métavers, les cryptos font partie intégrante du métavers si jamais ça devait se développer. Mais vous disiez au tout début, quand même, les cryptos, elles sont pas en odeur de sainteté dans un forum économique comme Davos. Le sujet a été évacué ou il a été vraiment creusé? Il n'a pas été évoqué. Le métavers a été évoqué et donc on n'a pas fermé. Mais les cryptos évacuées? Disons qu'elles ne sont pas évacuées totalement parce qu'ils sont conscients qu'elle va aussi avec le développement du métavers, puisque c'est en cohérence avec un développement du métavers. Mais on ne les a pas évoqués en tant que tels comme porteurs de projets positifs. C'est le métavers en fait qui a été plus mis au centre du regard positif en fait de toutes ces technologies Web3. On peut imaginer qu'en face l'écosystème le leur rend bien, dans le sens où une partie de l'écosystème est anti-système et que le forum économique de Davos, c'est le système. Attention, heureusement qu'ils ne s'occupent pas de nous et des cryptos. Parce oui, complètement. On est là pour apporter une alternative à Davos, justement. Oui, quelque part, c'est tout à fait. Il n'y a pas d'attente particulière. Dans ce nouveau monde qui tente de se construire, de bâtir et surtout de convaitre, on a cette information du Financial Times. Alors, il ne s'agit pas de crypto-monnaie en l'occurrence, mais quand même, peut-être. Voilà. Parce qu'il y a un petit lien qui avait été fait par l'actuel ministre brésilien des Finances. Tenez-vous bien, accrochez vos ceintures, vous qui nous suivez en direct. L'Argentine et le Brésil réfléchissent à bâtir une monnaie commune qui pourrait ensuite devenir commune à l'ensemble de l'Amérique latine. Tout à fait. Effectivement, on s'y attendait pas. Alors même si c'est quand même pas quelque chose de nouveau totalement, vu que ces discussions ont déjà eu lieu. Elles sont pas nouvelles parce qu'il y a le Mercosur, ça fait écho à la zone monétaire européenne. Donc pourquoi pas eux? C'est pas la première fois qu'on en entend parler. Le Brésil a toujours montré une certaine réticence à cette idée.
à juste titre. Pourquoi ? Parce que son voisin, en termes de stabilité monétaire, n'a pas non plus brillé, si vous voulez. Donc, oui, il y a eu beaucoup d'épisodes, de tentatives. On a eu un board monétaire, on a eu 2 défauts en 20 ans, là, les derniers, mais il y en a eu plein d'autres. Enfin, c'est une histoire de répétition de défauts. Qui voudrait, à travers une monnaie commune, s'exposer aux difficultés argentines. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est très surprenant que ça arrive en plein... maintenant, parce qu'on est quand même que 2 ans après le dernier défaut de l'Argentine, on se dit, mais quelle mouche les a piqués ? Et surtout, pourquoi le Brésil a l'air ouvert ? Alors, effectivement, on le met sur le compte que pour cette fois-ci, ils sont tous les deux, tous les deux sont de gauche, donc une espèce de projet un peu alternatif, on va défendre un projet commun. Bon, effectivement, je m'attendais pas à une telle nouvelle, parce que c'est vrai que, si vous voulez, par rapport à nous, à la construction monétaire européenne, on l'a quand même fait dans un contexte où justement la stabilité est ce qui primait. C'est-à-dire que pour accéder à l'euro, il faut absolument être stable, à la fois dans sa conduite de gestion monétaire, mais dans son taux de change. Donc là, on se dit, oulala, avec une Argentine qui n'est pas du tout, qui n'a plus accès aux financements internationaux, c'est quand même très bizarre. Mais bon, et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est pas complètement sans lien avec les cryptos, puisque l'actuel ministre des Finances, Fernando Haddad, avait évoqué dans un article il y a pas très longtemps, je crois que c'était il y a 1 an, l'idée d'avoir une monnaie commune digitale. Voilà. Donc il était allé sur l'idée, donc toujours la monnaie commune, mais tout de suite en version digitale. Donc ça évoque le sujet des monnaies banques centrales digitales. Alors on verra si cette devise commune voit vraiment le jour ou si ça reste une réflexion. On rappelle néanmoins que Lula, le nouveau président brésilien, est en visite aujourd'hui en Argentine. Oui, tout à fait. Et normalement, ils doivent en parler. Exactement. Et c'est son premier déplacement officiel à l'étranger. Mais on peut imaginer qu'aujourd'hui, l'euro est né il y a une grosse vingtaine d'années, alors que l'ère numérique n'avait pas véritablement complètement démarré, alors que les blockchains, ça restait un sujet encore plus miniature et confidentiel qu'aujourd'hui. Est-ce que lancer une devise commune aujourd'hui serait beaucoup plus simple et rapide que ça n'a été pour l'euro il y a une grosse vingtaine d'années? On va dire que peut-être dans les coûts opérationnels, ou peut-être qu'effectivement une version digitale est plus simple, mais par contre ça n'enlève pas les raisons, le côté technique, en tout cas les juridiques et les exigences économiques. Et les exigences économiques, et c'est là où il y a un sacré travail avant qu'on en arrive là. Je ne suis pas très optimiste sur le projet, mais bon voilà, je ne devrais pas faire rabat-joie non plus en ce début d'année. Merci d'être passé nous voir. Et cette newsletter, la newsletter BFM Crypto également tout à l'heure à 18h comme chaque lundi. Nathalie Janson pour la Neoma Business School, professeur associé. Merci d'être passé nous voir. Vous étiez à Rouen il y a quelques heures encore. Vous êtes rapidement revenu à Paris. Et on vous retrouvera tout à l'heure avec Guillaume Paul aussi. C'est ça. Good Evening Business. Pauline, Good Evening Business démarre à 18h et donc à 18h aussi votre newsletter. Et cette interview d'Éric Larchevêque à découvrir tout à l'heure. Pauline Armandé. Merci Pauline. Chaque lundi à nos côtés. Vincent Bois nous accompagnait aussi pour IG. On vous rappelle le Bitcoin, toujours costaud là, qui préserve l'essentiel de ses gains du début d'année. Plus de 22 600 $, même 22 827 $ même en ce moment pour le Bitcoin. L'Ether de son côté vaut 1620 $.